Cette vidéo traite des catégories d'armes après le durcissement de la loi sur les armes en vigueur depuis le 15 août 2019. Nous parlerons dans un instant de la manière de les différencier et de ce qu'il faut faire pour les acquérir. Commençons par ce pistolet. Alors ce pistolet, c'est un pistolet airsoft, ce n'est pas une arme à feu, mais un pistolet qui tire avec l'air comprimé et les billes qui sortent de son canon sont relativement inoffensives. Cependant, il ressemble très fortement à une vraie arme à feu et même de près, un expert peine à faire la différence. Il n'est donc pas dangereux en soi, mais il y a quand même un certain potentiel d'abus? Exactement, et c'est pour cette raison qu'il est considéré comme une arme pour laquelle les 4 conditions d'acquisition que nous avons abordées dans la première vidéo s'appliquent. Il ne faut pas un permis d'acquisition pour l'acheter, mais il faut un contrat écrit. On trouve le contrat en ligne sur le site de FETPOL. À quoi faut-il faire attention en le remplissant? Le vendeur est responsable de vérifier que les conditions d'acquisition sont bien remplies. Il faut donc demander une pièce d'identité pour vérifier l'âge de la personne et également un extrait récent du casier judiciaire. De cette manière-là, le vendeur a rempli son obligation de diligence. Ensuite, il faut établir le contrat écrit. Il n'est pas nécessaire de l'envoyer au bureau des armes, car il ne s'agit pas d'une arme à feu. Il suffit que les 2 parties conservent leur exemplaire du contrat pendant 10 ans. Passons à l'arme suivante. Cette belle pièce est un mousqueton 31. Que devrais-je faire si je veux le vendre? La procédure qui s'applique à ce mousqueton 31 est la même que pour le pistolet airsoft que nous venons de voir. Il faut demander à l'acquéreur une copie de sa carte d'identité et également un extrait récent du casier judiciaire. Il faut établir un contrat écrit dont il faudra bien sûr garder une copie. Ensuite, il faut envoyer un exemplaire du contrat accompagné de la pièce d'identité de l'acquéreur au bureau des armes de la police cantonale compétente. De cette manière-là, l'obligation de déclaration a été remplie. Il faut en effet déclarer cette vente, raison pour laquelle on appelle cette catégorie d'armes des armes soumises à déclaration. C'est un peu paradoxal. Une arme qui crache des billes en plastique est assimilée à un vrai fusil. D'un côté, le pistolet airsoft est traité assez sévèrement parce qu'on peut le confondre facilement avec une vraie arme à feu. De l'autre côté, le mousqueton 31, une ancienne arme d'ordonnance de l'armée suisse qui est toujours régulièrement utilisée pour le tir sportif, est privilégié. Probablement, le législateur n'a pas voulu placer la barre trop haut pour les tireurs sportifs. Le mousqueton est un fusil de l'armée suisse. Mais il existe de nombreux fusils d'armées étrangères dont le principe de fonctionnement est similaire. Il s'agit de fusils à répétition manuelle, ce qui signifie qu'il faut effectuer un mouvement de chargement après chaque tir. Mais ils sont soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'acquisition d'armes, ce qui nous amène à la catégorie suivante ou au deuxième pistolet sur la table. C'est un SIG 210 ou pistolet militaire 49. Que faut-il faire pour acquérir cette arme? Ce pistolet fait partie des armes soumises à autorisation. Cela signifie que l'acquéreur doit obtenir un permis d'acquisition. La procédure est relativement simple. Il faut commander un extrait du casier judiciaire, remplir le formulaire mis à disposition par la police cantonale à cet effet et envoyer le tout avec une copie de sa carte d'identité au bureau des armes. Et celui-ci délivre, après un délai de traitement de quelques jours à quelques semaines, un permis d'acquisition d'armes avec lequel je peux acheter ce pistolet? Si aucun motif d'exclusion ne s'y oppose, on a droit à obtenir le permis d'acquisition. Certaines communes demandent un entretien lors de la première demande de permis d'acquisition et il y en a aussi certaines qui demandent qu'on remplisse encore des formulaires supplémentaires. Est-ce légal? La loi sur les armes ne prévoit aucun formulaire supplémentaire ni entretien. Les autorités doivent effectivement vérifier l'absence d'autres motifs de refus, comme par exemple des tendances suicidaires ou des problèmes de toxicomanie. Cependant, des questionnaires vont parfois plus loin. On pose des questions sur les formations suivies, sur l'expérience avec les armes ou si on possède déjà d'autres armes. À mon sens, vous n'êtes pas obligé de répondre à ce type de questions et si on vous refuse un permis d'acquisition sur cette base, c'est certainement un cas pour la protection juridique de Protel. Venons-en au deuxième fusil. Il s'agit d'un PE90, la version civile du fusil d'assaut 90.
Cela signifie que ce fusil a été fabriqué en tant que fusil semi-automatique. Contrairement à l'arme d'ordonnance, il ne dispose pas d'une fonction de tir en rafale. Qu'est-ce que cela signifie sur le plan juridique ? Là, nous entrons dans le domaine du récent durcissement de la loi. Avec un chargeur de 10 cartouches, ce fusil est soumis à autorisation. Il suffit donc d'obtenir un permis d'acquisition pour l'acheter. Cependant, dès qu'il est équipé, transporté ou conservé avec un chargeur de 20 cartouches, cela devient une arme interdite. C'est donc la taille du chargeur qui détermine dans quelle catégorie tombe cette arme. Cela s'applique uniquement parce que c'est un fusil semi-automatique d'usine. Quelle est la différence entre le PE90 et le troisième fusil, le fusil d'assaut 57 ? La taille du chargeur joue-t-elle aussi un rôle pour ce dernier ? Non, car ce fusil a été conçu pour tirer en mode automatique. Même si cette fonction a été désactivée par la suite et l'arme a été transformée en arme semi-automatique, il ne s'agit pas d'une arme semi-automatique d'usine. La taille du chargeur ne joue aucun rôle à ce moment. Cette arme est toujours considérée comme arme interdite qui nécessite une autorisation exceptionnelle. On utilise très souvent les fusils d'assaut 90 et 57 pour le tir à 300 mètres. Qu'est-ce que cela signifie pour un futur tireur sportif qui souhaite se lancer dans cette discipline ? Depuis le durcissement de la loi, ces deux types de fusils sont classés dans la catégorie des armes interdites. Il faut donc une autorisation exceptionnelle pour les acquérir et pour cela, il faut démontrer un besoin. Pour les tireurs sportifs, il y a deux possibilités. La première est d'adhérer à une société de tir. La deuxième est la pratique du tir elle-même. Pour cela, il faut pouvoir justifier de 5 tirs au plus tard 5 ans après l'octroi de l'autorisation exceptionnelle. 5 ans plus tard, 5 autres tirs doivent être attestés. Ces tirs doivent être effectués à des dates différentes. Je peux acquérir l'arme en tant que tireur sportif, puis prouver le besoin par la suite. Exactement. La situation est inversée si on veut acquérir des armes interdites en tant que collectionneur. Là, il faut apporter la preuve du besoin déjà avec la demande d'autorisation exceptionnelle. Concrètement, la police veut surtout voir comment sont conservées les armes. Il faut démontrer qu'on dispose d'un concept de sécurité qui empêche tout abus de ces armes. De plus, il faut tenir une liste de toutes les armes interdites qui font partie de la collection et cette liste doit toujours être tenue à jour et être jointe aussi à la demande d'autorisation exceptionnelle.